Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle puisque c'est dimanche et le dimanche, j'aime bien prendre le temps de traiter des sujets. Donc en l'occurrence, vous allez voir ici, on va vraiment élaborer un peu les choses sur tout ce qui est intelligence artificielle. On va pas prendre énormément l'axe crypto là-dessus, on le fera sur une autre vidéo, je pense, les bons projets en termes d'intelligence artificielle en crypto, mais il y aura, vous le verrez, quelques pistes et quelque chose intéressantes à suivre et ce, notamment sur la crypto. On va aussi aller faire très légèrement du Glassnode puisqu'il y a 2-3 petites choses intéressantes à regarder sur tout ce qui est on-chain et puis et bien comme d'habitude après ça sera donc du coup l'analyse de prix, etc. Niveau analyse de prix, bon, on est toujours plus ou moins dans ce biseau. Pour le moment, on ne casse pas la borne haute ici, qui désormais, si ça se faisait aujourd'hui, se trouverait autour des 28 000. On est un petit peu bloqué par cette résistance-là en daily, qui se trouve à peu près à 27 200. On a touché les box d'achat, etc. Donc, si jamais le prix devait se retourner sur des grosses time frames actuelles, c'est-à-dire quand ce que j'appelle grosse time frame, ça va être le daily, et bien à ce moment-là, c'est un petit peu le moment. C'est-à-dire que, voilà, là, on s'attendrait potentiellement. Imaginons qu'on voit, par exemple, là-dedans, une forme de biseau qui est comme ceci. Hop, pardon. Comme ceci, et bien à ce moment-là, on aurait effectivement une 1, une 2, une 3, une 4, et soit on s'attend à taper une 5, comme ceci, et ensuite à sortir de tout ça par le haut, soit tout simplement, alors c'est une figure descendante, donc oui c'est ça, on pourrait s'attendre ici éventuellement à venir faire un tour une nouvelle fois vers le bas du biseau. Pour le moment, c'est pas encore mon avis. Moi, enfin, c'est pas mon avis qu'on va aller vers le bas du biseau. Pour moi, on est là sur un joli endroit où on peut se retourner. Maintenant, est-ce qu'on va se faire une nouvelle fois repousser par cette droite rouge qui est la résistance daily, ou alors est-ce qu'on va passer au travers? C'est un petit peu une question qui va dépendre, je pense, des prochaines news, notamment dans les 7 ou 8 prochains jours. Qu'est-ce qu'il va se passer? En termes, on va dire, purement métaphysique ou etc., on est aujourd'hui sur une pleine lune. Et en général, les pleines lunes sont quand même plutôt bullish. En tout cas, vous le voyez quelques jours après, assez souvent, il se passe un petit pump et les nouvelles lunes sont plutôt bearish. C'est pas forcément une donnée intrinsèque, on va dire que parfois vous le voyez, alors je vous invite à éventuellement prendre cet indicateur-là, In Silico's Four Seasons, et à aller voir, voilà, à backtester éventuellement cet indicateur-là. Globalement, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça ? Globalement, on peut se dire que si jamais on n'a pas terminé effectivement ce biseau, si ce biseau va réellement se faire en 5, 1, 2, 3, 4, 5, et bien à ce moment-là, on a une cassure qui n'est pas pour tout de suite. Et si jamais par contre, donc potentiellement, attention, je dis si on perd ici les 26 400, attention bien évidemment à ne pas mettre en branle une épaule tête-épaule qui est ici, et de laquelle du coup on sortirait vers le bas avec une target, on en avait parlé, mais qui était quelque part autour des 23 000. Personnellement, je pense que la liquidité ici, elle est plutôt en haut, donc ça va plutôt nous aider ici à revenir tutoyer les 30 000 $, mais on reste attentif, bien évidemment, dans la zone. En ce qui concerne Ethereum, toujours une appréciation, vous voyez qu'on est à 0,07, appréciation de Ethereum par rapport à Bitcoin, donc ça c'est intéressant. On est toujours sur la résistance des 20,60% de dominance. Pour le moment, c'est un point qu'on a jusque-là toujours eu du mal à passer et sur lequel on est en général rejeté, mais par contre, vous le voyez, si on prend ici cette trend là, qui est une trend qui date depuis 2019 maintenant, cette trend qui tient pour le moment le prix de la dominance d'Ethereum vers le haut, et bien vous voyez qu'on est par le côté, en fait on s'est fait à chaque fois rejeter par cette trend de dominance, et là on est peut-être à l'aube d'une résolution. Donc soit on est dans une résolution qui dit Ethereum perd de la dominance depuis 2019, cette trend ne se met pas en avant, soit on arrive à casser ce fameux point des 20,6 qui jusque là nous a toujours rejeté, et ça voudrait dire très grosse appréciation d'Ethereum par rapport à Bitcoin, et personnellement j'irais plutôt dans ce sens là. Également sur Ethereum, et ben pour le coup on est en train de péter cette fameuse résistance, vous le voyez là ici, on est en train de passer au travers. Est-ce que c'est confirmé pour le moment? Non, on peut toujours se faire rejeter, mais vous voyez que sur du daily, on est vraiment au contact là, hein. Donc si on arrive à terminer demain quelque part au-dessus des 1900 $, et ben on aura pour le coup pété cette traîne. Alors elle est pas si elle est plutôt bien mise, si on peut admettre qu'elle est plutôt bien mise. Si jamais j'avais pris la première traîne que vous voyez qui est ici, donc bougie de... Ah excusez-moi d'ailleurs, il y a une petite erreur de ma part.
ici on fait distribution vers distribution, et ben vous voyez qu'effectivement on est en train de passer au travers. Là ici on se faisait rejeter, ici on a une grosse poussée, et là bon on a cette petite résistance qui est un petit peu la même que Bitcoin autour des 27,2 qui est autour des 1900 $ sur Ethereum. En tout cas Ethereum qui présente des très jolies structures de retournement, qui présente des très jolis points éventuels pour un swing un peu plus long en longue, mais bien entendu on est sur des niveaux critiques, donc ça veut dire à ce stade soit il faut attendre que la résistance soit pétée et retestée, elle est devenue un support donc c'est bon, soit tout simplement il faut prendre le risque. Donc voilà en ce qui concerne Ethereum. En ce qui concerne la stablecoin dominance, un indicateur que j'aime beaucoup, on veut que la stablecoin dominance, bien entendu, elle soit baissière. À ce stade, pour le moment, sauf ce double top là ici, on n'a pas vraiment de signe de retournement majeur. On l'aura vraiment quand on sera passé sous les 10%. Et ça, globalement, ça nous emmène à peu près 28 500 $ sur Bitcoin. Ici, oui, par là à peu près. Et ici, vous comprenez qu'on est à 30 000 $ sur Bitcoin quand on est tout en bas ici. Donc attention à deux choses. D'abord, ces structures qui sont épaule, tête, épaule sur Bitcoin et ici, épaule, tête, épaule inversée sur la stablecoin dominance. Donc attention à ça. Si on redépasse ici ce support, c'est pas très bon. Par contre, très très bonne disposition pour un swing haussier et donc baissier sur la stablecoin dominance. Ici, ce qui pourrait se produire, quand je regarde la stablecoin dominance, en tout cas, ça pourrait vraiment être quelque chose qui se met en branle, ça serait qu'on vienne faire une touchette par le côté ici, donc pour le moment une petite période un petit peu où on sait pas trop, viennent faire une touchette par le côté et que là on se fasse éventuellement rejeter par cette trend qui pour le moment, vous le comprenez, n'est que potentiel, mais qu'on se fasse rejeter par cette trend et qu'on en descende vers le bas, et ce qui du coup nous emmène vers le bas du canal. Je rappelle que la stablecoin dominance est dans un canal depuis 2018, on a ici fait une légère déviation en haut, on a retouché, on s'est fait enfin rejeter, ici ça c'était plus ou moins ce qu'on nommera comme étant le bull run de fin 2022, et pour le moment on a une année 2023 qui est haussière, donc du coup on est en train de revenir visiter le bas du canal. Comprenez bien aussi que on va dire, alors là on n'a pas tout l'historique parce que ici j'avais rajouté, mais si on prend une stablecoin dominance qui est depuis un petit peu plus longtemps, hop, et là on est en daily. Là ici on a depuis 2018, donc globalement à peu près la création des stablecoins, pour faire simple. En tout cas, on n'est pas loin de ces eaux-là. Ceci est un canal d'adoption des stablecoins, bien évidemment, c'est-à-dire que on a ici des marchés baissiers quand on est en haut du canal, donc là on est en bear market, et puis à chaque fois qu'on retouche, qu'on se fait rejeter par le haut du canal, on redescend bien entendu vers le bas du canal. Donc là on s'attendrait à vraiment revenir à minima, tester les 8 ou 9% de dominance, et puis derrière potentiellement ça peut par exemple être un marché extrêmement haussier. Comprenez bien que l'adoption des stablecoins ne veut pas dire, quand on est en haut du canal, on est haussier sur les cryptos, on est baissier sur les cryptos. Quand on est en bas du canal, on est haussier, mais on peut avoir des grandes périodes de bull market ici qui pourtant, note une appréciation dans le bas du canal des stablecoins. Donc suffisamment intéressant pour le suivre, cet indicateur extrêmement important. Ici vous voyez quand on était sur ce triangle là, on pète, reteste du triangle, et là théoriquement on devrait toucher la target du triangle qui est à nouveau et pour une nouvelle fois également le point bas ici, donc les 8% de stablecoin dominance. Voilà pour cet indicateur là. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on a eu la semaine dernière plus ou moins des jolies appréciations en ce qui concerne le GBTC, le Grayscale BTC et le CME. Et en revanche, je crois que jolie appréciation également du IBLC qui est plus ou moins l'ETF iShares, c'est-à-dire BlackRock sur Bitcoin. Donc un retour des institutionnels, les institutionnels qui plébiscitent en ce moment plus ou moins des investissements sur des secteurs dérivés de la crypto. On pourrait le voir aussi sur des choses comme par exemple MicroStrategy,
Pareil, MicroStrategy, bon, vous voyez que là on est dans un petit canal descendant, un petit peu qui ressemble un petit peu à Bitcoin, mais voilà, pour le moment en tout cas, on est plutôt dans des bonnes dispositions pour repartir sur MicroStrategy. Alors je sais pas pourquoi Riot a fait -5 vendredi. Riot c'est un mineur, mais vous le voyez également, ça ressemble quand même pas mal à la courbe de Bitcoin. Et Coinbase par contre qui est un petit peu en mal depuis ici quelques temps, tout simplement à cause des Wells Notice et des problèmes qu'ils ont potentiellement avec la Fed. On va désormais aller voir le sujet du jour. Alors les news, on va passer parce qu'il n'y en a pas énormément aujourd'hui, c'est dimanche. Et puis, il n'y a pas énormément de news majeures. On a traité hier la régulation US, ce genre de choses, etc. Donc, relativement intéressant. On va passer sur les news et on va aller traiter ce fameux sujet autour de l'intelligence artificielle. Suite à quoi, on reviendra sur du Glassnode. Et enfin, en dernier, on viendra faire la liquidité. Alors, l'intelligence artificielle... D'une manière générale, je vous ai préparé un petit peu ce sujet. On va dire que ça va être un sujet de réflexion sur l'intelligence artificielle, mais vous allez voir que on va essayer de dérouler pas mal de choses. Alors d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est de demander à une machine de reproduire le fonctionnement du cerveau humain. On l'entraîne grâce à une base de données. Ça peut comprendre pas mal de choses. Il y a plusieurs intelligences artificielles, mais l'idée ici, c'est de voir ou analyser et comprendre. On peut demander à une intelligence artificielle de synthétiser un sujet, c'est l'idée un petit peu de ce qu'on nous apprend à l'école, faire une synthèse, quand vous lisez un bouquin et qu'on vous demande de faire une synthèse, ou on peut bien évidemment ici lui demander de comprendre avant de voir. D'une certaine manière, on l'a vu notamment sur tout ce qui est reconnaissance de formes et d'objets, et c'est là qu'il y a eu un tournant en 2011-2012 où on est rentré dans une forme d'intelligence artificielle qui sous-entend qu'on utilise des réseaux de neurones. Des réseaux de neurones, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un petit peu comme le fonctionnement du cerveau humain. On demande à une intelligence artificielle d'abord de comprendre à peu près une forme globale, par exemple, et là je prends l'exemple de la reconnaissance faciale, la reconnaissance également des panneaux sur l'autoroute, voilà, toutes ces choses-là qui finalement, on lui demande d'abord de voir une forme, ensuite on lui demande de l'analyser, et ensuite on lui demande de comprendre ce qui est à peu près ce que fait le cerveau humain d'une certaine manière, et puis ensuite nous donner une synthèse. Depuis 2011, on a eu donc ce gros tournant, et puis il n'y a pas eu grand-chose ensuite, enfin il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu d'énormes avancées, mais elles n'ont pas été retentissantes, en tout cas pas aussi retentissantes que le lancement de ChatGPT. ChatGPT fonctionne sur du LLM, c'est-à-dire LLM, c'est du Large Language Model, sous-entendu, en fait, il va analyser la manière que vous avez de lui poser une question, donc il va prendre ça d'une manière vraiment très large, et à partir de ça, il va essayer de comprendre ce que vous lui dites, et puis, un petit peu comme le ferait un humain, va vous donner une forme d'interaction. Il faut comprendre que ChatGPT n'est pas une avancée majeure en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Par contre, c'est extrêmement impressionnant et c'est ça qui a créé plus ou moins une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle. Actuellement, les gens ont compris qu'on pouvait en fait finalement discuter avec une IA et cette idée de le mettre sous forme de chat est extrêmement intéressante puisque effectivement ça simule une interaction et c'est la première fois qu'on a une réelle interaction avec une intelligence artificielle là où avant finalement on lui demandait quelque chose et ça passait en sous-main, on n'était pas réellement en train d'interagir avec elle. Donc c'est un petit peu la première fois dans l'histoire, et c'est ça la révolution, qu'il y a une interaction, une réelle interaction verbale entre l'humain et une intelligence artificielle. Ça crée une bulle spéculative qui est en ce moment en train de se faire. Regardez Nvidia qui a touché des plus hauts historiques. En ce moment, le Nasdaq fonctionne très bien alors que le S&P fonctionne bien mais sans plus. Donc du coup, toutes les actions un peu tech et tous les ETF qui sont autour de l'intelligence artificielle sont en ce moment énormément en train de fonctionner très bien en termes d'investissement. Donc ça va créer une bulle. Cette bulle-là, bien évidemment, on va surfer ici, et il faut pas aller à l'encontre, il faut pas aller contre l'idée d'une bulle, tout simplement dire mais non, il n'y a pas encore de valeur là-dedans, etc. Qu'est-ce que c'est le business model, etc. Moi, je considère que à partir du moment où on sent un sujet et qu'il y a une bulle qui est en train de se passer, personnellement, j'ai des ETF sur l'intelligence artificielle et j'ai quelques coins, peut-être un peu tardifs sur la crypto, mais j'ai quelques coins également qui ont trait à tout ce qui est intelligence artificielle. Et il faut comprendre ici, bien évidemment, que
il faut pas aller à l'encontre de ce type de bulle, il faut aller avec elle et puis vendre au moment où ça monte et ne pas forcément ici essayer de dire ah mais non la valeur elle est là ou commencer à dire c'est une bulle je vais la shorter etc. C'est pas du tout l'idée. Par contre l'être humain est en train de comprendre que là il y a quelque chose qui est en train de se passer puisqu'il peut discuter avec une intelligence artificielle et c'est ça que nous amène le virage de 2022. Sam Altman qui est le créateur de OpenAI donc ChatGPT, est-ce que c'est le nouveau Elon Musk? Alors en tout cas il a une vision relativement intéressante de tout ce système-là. Il a effectivement cette volonté de changer le monde et il a effectivement cette volonté en tout cas d'apporter quelque chose. Donc ça fait partie de ces investisseurs qui ont une vision du monde politique, comme peut l'avoir Elon Musk et comme peuvent l'avoir certains gros investisseurs eh bien de la grande période, Zuckerberg, même si quelquefois il se plante, et aussi dans ce type d'investisseurs-là, même si Zuckerberg va plutôt aller chercher l'argent que d'aller chercher, entre guillemets, le côté extrêmement politique, voilà, des choses. Mais en tout cas, Sam Altman a des choses très intéressantes à dire. J'ai regardé hier quelques podcasts avec lui parce que je me suis dit bon allez dimanche on va attaquer ce sujet-là. Et effectivement c'est quelqu'un qui a une vision relativement intéressante. Certes parfois un petit peu jusque-boutiste, comme Elon Musk. Elon Musk par exemple sa réponse à l'IA c'est de dire bah maintenant on va faire du Neuralink, on va vous implanter tout simplement pour que vous restiez plus intelligent que l'ordinateur. On va vous implanter des petits ordinateurs dans le crâne pour que vous puissiez tout simplement processer les questions plus vite. La question de la reproduction de l'intelligence. C'est un concept auquel je réfléchis pas mal, au sens où on a eu la robotisation, c'est-à-dire qu'on avait des tâches répétitives qui étaient faites par des humains et on a pu mettre des robots à la place. Typiquement, par exemple, au péage, votre télépéage, là où avant vous donniez une pièce à quelqu'un, et bien maintenant vous la jetez dans une machine, ou typiquement, bien entendu, la construction de véhicules et d'automobiles. Ici, vous comprenez qu'on va reproduire l'intelligence humaine. Donc les métiers qui sont un petit peu visés, entre guillemets, ou en tout cas qui vont soit perdre eh bien, en termes de personnes, de personnalité, moins de monde qui vont travailler dans ces métiers-là, tout simplement parce que l'intelligence artificielle sera capable de le faire, ou qui vont gagner en productivité, c'est-à-dire une personne pourra faire le travail de 10 personnes, tout simplement parce que ça ira beaucoup plus vite, eh bien ils sont extrêmement nombreux, puisque ce sont les métiers de l'intelligence. Donc on arrive dans cette phase où effectivement on est capable de reproduire l'intelligence. Et ça, c'est relativement intéressant. Relativement intéressant à plusieurs égards. On va revenir après sur la question de la productivité. Mais relativement intéressant à plusieurs égards parce que tout simplement imaginons que par exemple pour tout ce qui est codeur, développeur etc, bien évidemment c'est quelque chose sur lequel ça va être extrêmement facile d'en remplacer 3, enfin d'en garder qu'un et puis d'en remplacer 3, là où finalement c'était considéré comme des métiers d'avenir il y a encore quelques mois, quelques années, et bien les métiers effectivement de codeur, développeur etc vont devoir intégrer cette notion d'intelligence artificielle dans leur propre process, et du coup maintenant vous pouvez demander à ChatGPT de vous coder une appli et il va le faire mal, mais il va en tout cas vous donner une jolie trame de ce qui pourrait se passer. Et ici, je vais d'abord passer sur ce point-là. Ça met aussi dans l'idée pourquoi Microsoft et Google sont en train d'investir massivement sur ces projets-là. Parce que tout simplement, imaginez Microsoft. Donc Microsoft est un des plus gros investisseurs dans OpenAI. Elon Musk était d'ailleurs à l'époque un des premiers investisseurs dans OpenAI. Mais l'idée de Microsoft ici, c'est de tout simplement intégrer de l'intelligence artificielle directement à PowerPoint, par exemple. Vous allez dire, fais-moi un PowerPoint sur les ventes de véhicules électriques aux États-Unis depuis les 5 dernières années, et il va direct vous sortir le slide et voilà, ça sera quelque chose de relativement simple. Pour Google, on comprend les applications aussi, écris-moi un mail à machin avec le ton habituel que j'utilise avec lui, et puis dis-lui qu'on va faire ça, donc gain de productivité bien évidemment, puisqu'on ne vous demande pas d'être intelligent, ou en tout cas la partie on va dire où vous allez réfléchir aux mots que vous allez mettre etc va être gérée par cette fameuse intelligence artificielle. Ça pose bien entendu des grands problèmes au niveau de l'éducation
l'éducation. Au niveau de l'éducation, pourquoi ? D'abord, il n'y a pas très longtemps, par exemple, on a donné à l'intelligence artificielle un problème de polytechnique, donc théoriquement l'élite française, on va dire. On lui a juste donné une photo du problème qui avait été posé aux étudiants de polytechnique, et en fait, grâce à la photo, il a fait lui-même la reconnaissance de texte, il a traduit du français vers l'anglais, il a fait sa synthèse, il a résolu le problème, il l'a retraduit en français et il a donné la solution. Donc on peut comprendre ici que si des gens qui sont polytechniciens doivent répondre à des problèmes mathématiques avec leur propre intelligence cognitive, et si l'intelligence artificielle est capable de le faire en quelques secondes, ça, bien entendu, ça remet en cause tout le système de l'éducation. La question étant désormais comment utiliser l'intelligence artificielle au mieux, et voire même, est-ce que vous accepteriez qu'une intelligence artificielle soit tout simplement le professeur de vos gamins. Et ça pose bien entendu cette idée de... là où avant, tout le système éducatif était basé sur cette idée de synthèse, arriver à synthétiser un problème et arriver tout simplement à le faire, aujourd'hui ça sera plutôt utilisation des outils, et ça sera en tout cas, oui, il faut que tu sois capable de synthétiser parce que ça peut permettre, bien évidemment, en deux temps, trois mouvements, dans une réunion, entre guillemets, de synthétiser un problème et de l'emmener vers ton boss ou vers tes salariés, et de pouvoir dire, le problème c'est ça, moi j'ai identifié telle ou telle histoire, mais à partir du moment où l'intelligence artificielle est capable de le faire, ça pose bien entendu des grandes questions au niveau de l'éducation, et ça il faut bien le comprendre. Grand danger également, et ça on y viendra peut-être un petit peu plus tard. On a aussi toutes les applications connexes grâce à tous les outils graphiques. J'ai entendu parler par exemple d'une agence de modeling, donc de mannequins, qui n'est que des intelligences artificielles. C'est-à-dire, sors-moi une photo, imaginons que je bosse pour Chanel ou Ferrari ou je ne sais quoi, ou le calendrier Pirelli, sors-moi une photo d'une nana de telle couleur pour le mois de mars, enfin comme vous voulez, mais voilà. En gros, bien évidemment, ça pose des questions aussi sur pas mal de métiers qui vont être remis en question. Je pense notamment également, par exemple, je sais pas, au notaire. Un notaire, a priori, ce sont des tâches qui sont à chaque fois les mêmes. J'ai récupère tous les diagnostics, etc. Je vais vérifier que le bien n'est pas, préempté, toutes ces choses-là et tout. Donc c'est des choses qui finalement vont pouvoir gagner en productivité, être énormément aidées, mais vont aussi tout simplement diminuer la demande en termes d'emploi. Infographie également, bien sûr, puisque aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire une miniature YouTube ou vous voulez faire quoi que ce soit, et vous dites à l'intelligence artificielle, sors-moi une photo d'un chat dans un costume de cosmonaute sur Mars, et il va vous sortir la photo tout de suite. Donc du coup, c'est des choses qui commencent à poser des questions sur, bien entendu, pas mal de sujets, mais pas que ça. Comprenez bien également, toute la sphère politique va être, bien entendu, énormément bougée, toute la sphère économique, les économistes, toutes ces choses-là, et on va plus tard arriver à tout ce qui est bots de trading, etc. Maintenant, l'intelligence artificielle répond à des problèmes. Elle répond à des problèmes. En ce moment, il y a un problème de natalité, donc on risque d'avoir un problème de, entre guillemets, productivité. Si jamais on n'est pas plus productif, il y a un moment où la croissance s'arrête. Je suis pas nécessairement fan même de cette idée que le bonheur tient dans la croissance et dans le fait de produire plus, mais en tout cas, en termes de valeur, on voit qu'il y a un problème de natalité au niveau mondial, ou en tout cas sur les vieilles sphères occidentales, où il y a une vraie question qui se pose, qui est de dire si on n'augmente pas la productivité, les sociétés occidentales s'en vont tout de suite vers le déclin. Et cette idée d'intelligence artificielle peut finalement remettre un petit peu de boost dans toute cette histoire, là où effectivement à ce moment-là, ce qui sera vraiment important, ça sera la puissance de calcul. Et là j'en viens à ce point-là, les applications stratégiques, bien évidemment, dans peu de temps, la puissance de calcul sera la puissance d'un pays. Je pense même personnellement que la puissance de calcul sera la puissance d'une personne. Je pense que les gens auront chez eux
des machines qui seront capables de calculer pas mal de choses, un petit peu comme on l'a eu par exemple sur les mineurs Ethereum, hein, quand vous aviez, moi j'en ai personnellement, j'ai une station de minage, voilà, quand vous aviez la possibilité de miner des cryptos, notamment Ethereum à l'époque, et puis ensuite aujourd'hui d'autres cryptos qui éventuellement sont proof of work, mais je pense que un jour on dira pas telle personne a tant de millions de dollars, on dira telle personne a une puissance de calcul de tant de exahash. Je suis vraiment convaincu que c'est quelque chose qui va à un moment donné venir dans les mœurs et qui sera, ça sera plus ou moins une monnaie d'échange. La puissance de calcul sera une monnaie d'échange. Et là, ça repose la question des semi-conducteurs, bien évidemment. On a beaucoup abordé la question des semi-conducteurs sur la chaîne, avec toute la question de Taïwan, la Chine qui commence à mettre un pognon monstrueux pour graver ses propres semi-conducteurs de pointe, les États-Unis qui essayent d'attirer les producteurs taïwanais, donc TSMC, chez eux en Arizona, et l'Europe qui finalement se retrouve avec du Intel, donc une solution américaine, alors que l'Europe avait la seule boîte qui est capable de produire les machines-outils qui sont capables de produire des semi-conducteurs de pointe, ASML, qui se trouve en Hollande, mais qui malheureusement a été acheté par des Américains il y a peu. Donc, on arrive maintenant vers les dangers de l'IA. Les dangers de l'IA, c'est d'abord qui programme l'IA, puisqu'on sait que ChatGPT, par exemple, est censuré. Une IA doit être censurée, parce que sinon, elle va risquer de vous répondre, à mon avis, la meilleure idée, c'est finalement de fabriquer une bombe nucléaire, et puis tu peux le faire comme ça. D'ailleurs, voilà les X possibilités pour le faire, voilà la manière de le faire. Enfin, vous comprenez bien qu'il faut une forme de censure, on peut pas avoir un darknet, et il va y avoir à un moment donné, hein, ça existera, mais un darknet de l'IA, mais il faut comprendre ici que, d'ailleurs il y a des projets même d'IA, je crois que c'est Freedom GPT ou quelque chose comme ça s'appelle comme ça, qui sont des projets tout simplement totalement open source et totalement ouverts et non censurés, des IA qui sont non censurés, mais qui la censure et qui nous dit qu'est-ce que doit nous répondre l'IA. Et comprenez bien ici qu'il y a une énorme portée politique, et on revient à l'idée de l'éducation aussi, qui éduque nos enfants, sous-entendu également, ça serait comme si je vous disais aujourd'hui, mais en fait, qui est en train de faire nos livres d'histoire? À quel moment, moi, mon gamin, quand il va à l'école, on doit lui apprendre cette vision-là de l'histoire, ou plutôt celle-là? Est-ce que un livre d'histoire chinois diffère d'un livre d'histoire occidentale? Bien sûr. Est-ce que j'ai envie que mon gamin n'ait pas la manière et l'art et la manière et la fonctionnalité et l'accès à l'information de qu'est-ce qu'il y a dans un livre d'histoire chinois? Eh bien, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Heureusement, on a quand même ici une fragmentation de l'information qui est en train de se faire. De plus en plus, vous avez des gens, une masse, on va dire, qui va suivre les infos normales, et puis vous avez derrière des gens qui essayent un petit peu de s'orienter différemment et de s'informer différemment, notamment, entre autres, via des channels YouTube ou toutes ces choses-là, mais on a quand même ici une décentralisation de l'information qui est à la fois suffisante d'un côté et à la fois complètement médiocre de l'autre, c'est-à-dire la sphère télévisuelle qui a vraiment perdu de son esprit critique, et en même temps la sphère internet qui est quand même, je trouve en tout cas, pour celui qui a plus ou moins une idée ou qui a la volonté d'aller s'informer sur un sujet, relativement intéressante. Mais c'est pas l'idée. Ici, l'idée de la noosphère. Qu'est-ce que la noosphère ? C'est Teilhard ici de Chardin, qui est plus ou moins un philosophe, sociologue, qui en fait... alors l'idée c'est que comment était la Terre? Au départ c'était un caillou, la géosphère, donc c'était vraiment un caillou. Ensuite s'est développée la vie, c'est devenu la biosphère, et la noosphère, c'est cette idée que la Terre va développer une conscience collective. Cette idée-là, elle traverse et elle est extrêmement liée à l'intelligence artificielle, et elle est extrêmement liée à Internet. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle va déterminer ce que sera l'Internet de demain. Ça et le métavers vont être les deux sujets tout simplement qui vont être extrêmement importants pour demain. Donc on en arrive à l'intelligence artificielle et la crypto. Je vais pas ici rentrer dans le détail, je pense qu'on fera une vidéo qui sera dédiée, je pense qu'on va faire quelques vidéos qui seront de plus en plus dans l'idée un petit peu autour de ces sujets-là. Mais en gros, l'intelligence artificielle va, et elle est déjà en train de révolutionner, bien évidemment, les bots de trading. D'une certaine manière, analyser une pattern, etc. C'est des choses qui sont déjà dans les tuyaux. Après...
D'une certaine manière également, il faut faire attention à ça, parce que si toutes les intelligences artificielles pensent pareil, on va dire que sur l'investissement, on a des énormes risques, bien évidemment, de bulles d'un côté, et puis d'explosion de bulles de l'autre. On sait ici que les bots, on sait que 70% du volume actuel, voire plus, actuellement, c'est des chiffres qui datent il y a 2-3 ans déjà, 70% du volume est fait par des bots, donc c'est un petit peu difficile ici de dire qu'il n'y a pas un danger là-dedans. L'intelligence artificielle la plus évoluée en termes de trading, c'est Aladdin. C'est un super méga ordinateur qui est, je sais pas où, dans l'Ohio ou quelque chose comme ça, un endroit où il fait probablement un petit peu froid, où il n'y a pas trop besoin de clim, puisque c'est un méga super ordinateur qui, pour BlackRock, calcule eh bien tout simplement la météo sur les marchés. Il n'y a pas que ça, mais vous pouvez poser une question à Aladdin, il peut vous répondre, et c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, et qui a été mis en branle par BlackRock, qui, je vous le rappelle, a à peu près 10 trillions de gestion sous assets. Les États font appel à Aladdin, et notamment d'ailleurs la Fed a fait appel à BlackRock et à Aladdin pour gérer les problèmes de taux d'intérêt et d'inflation sous-jacente du moment. Donc actuellement, comprenez bien que on est déjà complètement ici dans le sujet. Il y a certains projets intéressants en crypto. Je vais ici pas forcément développer trop l'histoire, mais on connaît tous Fetch, on connaît tous ChainGPT, on connaît tous, je pense que Ocean est en train de plus en plus se baser sur de l'intelligence artificielle, et voilà, on fera vraiment une vidéo dédiée ici pour plus rentrer dans le détail, parce que sinon ça va faire une vidéo de 2h30 et c'est pas forcément l'idée. Il y a des applications également Internet of Things. IoT, c'est quoi? C'est tout simplement les objets connectés que vous avez chez vous. On peut imaginer ici que, bien sûr, votre maison, donc la domotique, où tous les objets fonctionnent de concert avec une intelligence artificielle qui les gère un petit peu. Et c'est bien évidemment ici tout ce qui est en train d'essayer de plus ou moins de tremper le pied au niveau de Alexa, en ce qui concerne Amazon, et puis voilà, les Google, OK Google, OK Siri et compagnie, tout ça sont bien évidemment font partie d'une forme d'intelligence artificielle. Comprenez bien aussi que ça va révolutionner les services clients, puisque maintenant, dorénavant, on va pouvoir vous orienter beaucoup plus rapidement vers une réponse en termes de service client. En général, on considère en service client que à peu près les problèmes qui sont posés, et il y a des très très belles actions d'ailleurs, il y a des très très beaux projets sur lesquels investir actuellement là-dessus. À peu près 80% des clients, quand ils ont un problème, ils ont à peu près 80% des clients, donc il y a 10% des problèmes les mêmes en fait, si vous voulez, voilà. Donc à partir d'une IA qui vous parle et qui intègre assez facilement ce dont vous avez besoin, on va pouvoir résoudre votre problème sans forcément utiliser quelqu'un qui va répondre à chaque fois la même chose, exactement la même chose au téléphone finalement. Donc voilà. Ici aussi, il faut le comprendre, et c'est pour ça que je vous parle du service client, de la domotique, de l'Internet of Things, etc. C'est que l'intelligence artificielle amène une nécessité d'avoir de l'argent qui soit généré par du code. Et c'est là que l'intelligence artificielle, je pense, est un excellent levier pour la crypto. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va falloir que je fasse confiance peut-être pour augmenter ma productivité à une intelligence artificielle pour qu'elle dise, admettons, je suis dans une usine et je dis, je demande à une intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut augmenter les cadences, etc. Et qu'est-ce qu'il faut commander maintenant? L'intelligence artificielle d'elle-même va aller commander à mon fournisseur admettons que je fabrique, je dis des conneries, mais admettons que je fabrique des portes, elle va commander 250 poignées en chrome, 250 poignées en plastique, 250... Et tout ça va devoir se faire finalement sans qu'un être humain intervienne, si on veut des vrais gains de productivité, sans qu'un être humain ne vienne valider tout ça. Donc pas nécessairement besoin de banque, etc., mais besoin en tout cas de faire des paiements assez rapidement. Et je pense que pour le coup, l'intelligence artificielle va bien évidemment ici bénéficier à la crypto, puisque l'argent devra, pour moi, à mon sens, à un moment être codé, et ça sera ça la révolution quand l'argent rentre dans le code. Plus de rapidité, tout simplement appliquer Internet à la monnaie, alors que ça n'est pas fait. Pour l'instant, on est encore, bien évidemment, encore à l'ère du pigeon voyageur en ce qui concerne le système bancaire, puisque on fera peut-être une vidéo là-dessus sur à quel point on est vraiment à des années en retard par rapport à ce qui serait possible de faire. Bref, on est ensuite sur, je regarde par là parce que j'ai la caméra devant là ici, sur le bas de l'écran. Intelligence artificielle et métaverse. Alors ça, c'est une question intéressante. Personnellement, j'ai jamais trop cru dans le métaverse tant qu'il n'y aurait pas d'intelligence artificielle dedans. Pourquoi? Parce qu'au départ, le métaverse, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement une coquille vide. Admettons que
je vais dans une boutique, par exemple, dans le métaverse, il va falloir que quelqu'un me réponde. On va pas mettre une caissière ici avec son casque de VR ou je ne sais quoi, enfin, je ne sais quelles seront les applications du métaverse réel, enfin, quelle sera la manière, en tout cas, d'interagir avec lui pour me vendre une robe que je vais essayer avec mon avatar qui me ressemble, etc., et qui a la même taille que moi, toutes ces choses-là, nanan, machin, ceci, cela. Donc, je vais pas ici, il va falloir, à un moment donné, peupler le métavers, eh bien, de gens avec qui on est capable d'interagir, ne serait-ce que pour avoir du monde, c'est-à-dire je vais dans un bar, eh bien, il va falloir qu'il ait au moins la moitié qui soit des intelligences artificielles, qui soient capables de me répondre intelligemment, etc. Si je vais dans un bar dans le métaverse, j'ai pas envie d'aller dans un bar vide. Donc bien évidemment, le sous-entendu, la réussite du métavers est extrêmement conditionnée au fait qu'on puisse la peupler de personnes intelligentes et ce de manière artificielle. Donc du coup, le code ici doit pouvoir bien évidemment fonctionner de ce côté-là. Et ça pose la question, et c'est plus ou moins d'ailleurs ce sur quoi est déjà en train de travailler Twitter et ce genre de choses, etc., des profils vérifiés, qui est vrai, qui est d'une vraie personne, qui est une intelligence artificielle. Également, ça pose énormément de questions en termes de droits d'auteur. Imaginons qu'une intelligence artificielle se mette à me chanter je sais pas, Serge Gainsbourg, est-ce que Serge Gainsbourg doit toucher des droits? Imaginons par exemple également que dans le métaverse, on me permette de visiter la Tour Eiffel, est-ce que les droits doivent aller directement à la ville de Paris qui possède la Tour Eiffel, je crois. Enfin voilà, toutes ces choses-là posent des questions légales. Également, est-ce que je peux attaquer une intelligence artificielle? Est-ce que je dois attaquer celui qui a créé le code? Est-ce que, par exemple, là dernièrement, on a un avocat qui a énormément utilisé ChatGPT c'était en Colombie, je crois, un avocat colombien qui a énormément utilisé ChatGPT pour essayer de répondre à des questions et pour améliorer son flow. Et en fait, ChatGPT lui a raconté que des conneries. Et donc, du coup, il s'est complètement planté dans tous les procès en cours qu'il avait. Est-ce que de là, on attaque? Est-ce que c'est une mauvaise manière de chercher? Par exemple, vous ne pouvez pas attaquer Internet. Vous pouvez attaquer la personne qui a éventuellement fourni telle information sur Internet, mais vous ne pouvez pas attaquer Internet dans son ensemble. L'intelligence artificielle ici pose quand même des questions légales qui sont relativement importantes. Alors personnellement, je pense que on est dans les prémices de passer de la possibilité de l'intelligence d'une fourmi à celle d'un être humain. Je pense que l'intelligence artificielle est effectivement une révolution. Elle fait partie également de ce qu'on appellerait les débuts de l'âge exponentiel. L'âge exponentiel, c'est-à-dire que l'information va beaucoup plus vite. Et que donc du coup les révolutions sont exponentielles, c'est-à-dire au carré, hein, tout monte au carré, tout monte beaucoup plus vite. Et je pense qu'on est effectivement à l'aube d'une très belle période en termes de technologie. On n'a pas eu grand-chose depuis quasiment une cinquantaine d'années, en tout cas en termes de conquête de l'espace, etc., toutes ces choses-là. Mais par contre, on a eu Internet, et Internet ici est en train de trouver des formes d'applications qui vont de toute façon révolutionner la vitesse à laquelle l'information se propage. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, puisque, on va dire, les nouvelles technologies sont elles aussi adoptées plus vite. Sous-entendu, à l'époque du fax, vous aviez un fax, il fallait que beaucoup de gens vous vendent des fax et vous disent regardez comme c'est bien, etc. Donc il fallait propager cette information-là. Aujourd'hui, par exemple sur la crypto, on le voit, vous êtes en train de regarder aujourd'hui une chaîne crypto du coup je suis en train de vous propager une information que je pense être de qualité, en tout cas j'essaye, mais l'idée ici c'est que effectivement grâce à Internet, vous allez pouvoir vous former sur des sujets très rapidement et surtout que les informations vont effectivement se propager beaucoup plus vite et c'est ce qu'on appelle plus ou moins l'idée d'un âge exponentiel. Un âge exponentiel de la technologie, on va dire révolution industrielle, les moteurs, etc., toutes ces choses-là, robotisation du monde et puis ensuite il y aura une révolution industrielle de l'Internet et la troisième phase pour moi, elle correspond plus ou moins à tout ce qui est effectivement métaverse et intelligence artificielle. On peut avoir peur de ça et c'est pas du tout un problème parce que ça va soulever des questions éthiques qui sont extrêmement importantes. Est-ce que vous acceptez qu'une intelligence artificielle vous opère du cœur? Est-ce que vous acceptez qu'une intelligence artificielle, encore une fois, vienne éduquer vos enfants? Enfin, tout ça pose des questions extrêmement importantes et puis également, bien entendu, sur la sphère de l'emploi, il va falloir s'adapter. Il y a énormément d'essais philosophiques là-dessus qui disent qu'un jour il y aura un revenu universel et que finalement ça sera des intelligences artificielles et des robots qui travailleront pour nous. Il y aura une sorte de revenu un revenu universel pour ceux qui ne veulent ne rien faire. Vous avez d'ailleurs des tas de bouquins là-dessus extrêmement intéressants. Je pense notamment à Fukuyama, le dernier homme. Donc le tout dernier homme, je crois que c'est la fin de l'Empire.
le dernier homme, quelque chose comme ça. Je vous retrouverai le titre, je vous le mettrai en description. Voilà, il y a des tas d'essais ici sur cette idée que finalement on va avancer vers un monde de plus en plus oisif, avec les oisifs d'un côté, donc qui ne font rien, et puis derrière les robots qui travaillent pour eux. Bon, voilà. Je suis pas sûr de ça. Je pense qu'il faudra toujours avoir des idées. Par contre, sur l'éducation, pour moi, l'intelligence artificielle pose des questions énormes, tout simplement parce que bon, alors après, ça a toujours été le cas. Hein. Nous, on avait les Anabac quand on voulait faire quand on voulait pas lire un bouquin, qu'on trouvait que le bouquin était chiant. Bah, à ce moment-là, on achetait une synthèse du bouquin, et puis ça n'empêchait pas. Voilà, la grande question ici, ça va être, on apprend déjà à nos enfants comment utiliser Internet. Il va désormais falloir également leur apprendre comment utiliser une intelligence artificielle à bon escient. Voilà, on va aller faire la liquidité. Voilà pour ce sujet. Je trouvais que c'était intéressant de le traiter tant que c'est un petit peu encore chaud. Hein. Sinon, j'ai mis un peu de temps à venir le traiter, mais je pense que c'est intéressant d'avoir une première ouverture. Et puis, je pense qu'on fera une vidéo dédiée ici un petit peu sur tout ce qui est, tout ce qui est projet crypto réellement scindé au sein de l'intelligence artificielle, puisque ça reste quand même une chaîne crypto. Je vous envoie la page de pub et derrière on va aller faire tout ce qui est liquidité, et j'en profite une nouvelle fois pour vous dire de pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, pas hésiter à vous abonner et à mettre un like, puisque voilà, la chaîne vit un petit peu de ça. Voilà, c'est très difficile d'avoir une chaîne YouTube avec peu d'abonnés, mais avec un contenu que moi je considère comme étant ce que j'aurais aimé entendre. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir d'une manière ou d'une autre comme vous le pouvez. On passe sur la page de pub donc. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, alors qu'est-ce qui a été liquidé hier 27 millions de dollars, donc pas grand chose, c'est une très petite journée en termes d'open interest, c'est normal, on était samedi. 6 millions sur... 27 millions, pardon, j'ai dit milliards. 6 millions sur BTC, 3 millions sur Ethereum, c'est pareil, ce sont des chiffres qui sont relativement petits. Je me mets en caméra une petite seconde juste, et je reprends, puisque j'ai été délogué de ça, autant pour moi, hop, voilà. Hop, voilà. Et ça, pareil. Hop, ok, on est bon.
Je disais, journée plutôt calme, hein, vraiment. On a liquidé plutôt du long, vous le voyez ici, sur les dernières 24 heures en tout cas. PEP, iDodge, Ordinals, XRP, Tron. Tron qui a fait une jolie poussée, je crois, hier. Ici, on est sur le carnet d'ordre et vous voyez que il n'y a pas grand-chose. C'est la même analyse qu'hier, en gros. Pas grand-chose à la vente, très petit. Peut-être une centaine de bitcoins ici à 27,3, donc attention, ça pourrait repousser. Et puis au-dessus, 83 bitcoins à nouveau autour des 27,5 à la vente, pardon. Ici, quand on regarde tout ce qui s'est passé sur le 5 minutes, on peut considérer que ce point-là a été pris dorénavant, le point de short qui était ici. On a fait la vidéo par là, j'essaye de augmenter un petit peu l'open interest, voilà. On a fait la vidéo par là, globalement, là on avait un petit peu de short qui s'était mis dans l'histoire, là on est normal, ici on est à peu près normal aussi, ici un petit peu de short également, donc c'est short squeezé derrière, oui on est peut-être encore un petit peu shorté au top ici, puisque vous le voyez, j'ai un funding qui descend, alors que le prix augmente sur la fin de ce mouvement ici. Donc on a peut-être très légèrement une anomalie ici. Pour le moment, on n'a pas touché la borne du bas, donc on reste... De toute façon, c'est le week-end, hein, encore une fois, depuis la disparition de Silvergate, on n'a plus beaucoup de mouvements le week-end de liquidité. D'ailleurs, ça fait penser à des trades possibles, hein. Vous pouvez très bien trader la volatilité de Bitcoin ou Ethereum, et là, en l'occurrence, ouvrir un trade le vendredi soir sur de la non-volatilité et le clôturer le dimanche midi, dimanche soir, est tout à fait quelque chose de tout à fait intéressant à faire en ce moment. Là ensuite paf, on vient prendre ce point là, vous le voyez sur Ether, beaucoup de pertes de contrats ici, vous le voyez, hein, on clôture énormément de contrats en termes d'open interest, donc ça c'est plutôt pas mal. On l'a vu, à peu près 3 millions qui sont liquidés dans la zone, et là j'ai globalement un open interest qui reste, un funding pardon qui reste positif, et une cuvette au niveau de l'open interest. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire, et malheureusement ça va pas nous en dire beaucoup plus non plus, mais que le top est shorté et le bottom est longué, mais pas énormément de choses de plus que ça. Donc on va rajouter les deux bornes ici, et voilà, pas extrêmement intéressant cette analyse, mais en tout cas voilà, on peut dire ici que effectivement, étant donné cette cuvette et que on a un open interest qui reste flat, comprenez bien que ça veut dire qu'on a du short effectivement sur ce mouvement là, et on a du long pardon sur ce mouvement là, et on a du short sur celui-là. On passe sur les poches de liquidité. Poche de liquidité, on a toujours 5 milliards en position leveragée au-dessus du prix. Si jamais on devait aller cueillir une grosse position, je dirais que c'est celle-ci, hein, sur BTC à 27,5 à peu près. Tout simplement parce qu'elle n'a pas été prise. Alors est-ce que ce mec là a pris profit quand on est descendu ici à 26,6? Comprenez bien que du coup il a doublé son capital ici, hein, sur un x100, il a même plus que doublé. Il a fait un x10 ou 20 sur le capital en trade, donc il a quand même des chances d'être sorti, à moins 1000 $. Mais bon... il y a des gens qui ouvrent des shorts de couverture et qui du coup sur des énormes portefeuilles ici restent en position jusqu'à éventuellement être liquidés parce que ça leur permet de couvrir leur portefeuille tout simplement. Ici par contre sur Ether, vous le voyez, on est sur un delta positif à l'inverse, c'est-à-dire que sur Ether on a pris la liquidité, Ether a mieux performé que Bitcoin, et tout simplement lui il est venu manger sa liquidité shorteuse en grande partie, en tout cas depuis les 5 derniers jours. On va regarder ici la 12 heures sur BTC. Je pense qu'on est à l'équilibrium, oui voilà, vous avez autant de short que de long, peut-être un tout petit peu plus de long que de short, en tout cas visuellement c'est ce que ça nous dit à peu près. Ensuite sur la 7 jours qui est je trouve la plus pertinente, on a un truc à prendre autour des 28 100 $ dorénavant, et sur la 1 mois, ça fait pas mal de temps qu'on la regarde, mais on sait que effectivement la borne basse est sous les 24, et on a une autre borne basse sous les 22, et on a une borne haute qui est désormais 33 et 30 100. Donc ça c'est pour Bitcoin. Sur Ethereum, la 12 heures, même chose, on a peut-être autant de short que de long, mais peut-être très légèrement plus de long, donc ça serait un peu baissier. Ensuite, quand on regarde ici la 7 jours, pour le coup, on se rapproche ici de la borne des 1950 $ qui nous aurait pris la liquidité en 7 jours, mais attention, on a quelque chose à venir prendre qui n'a pas été pris sous les 1830, là où Bitcoin a un peu plus fait le ménage.
Et sur la 1 mois, eh bien, vous voyez que la zone de valeur se trouve autour des 2000$, potentiellement 2002 si on va chercher la borne haute ici, et que on a quelque chose à venir chercher sous les 1004, sous les 1006 et sous les 1007. Voilà pour les poches de liquidité. Je vous avais promis un peu de Glassnode. Globalement, la nouvelle sur Glassnode pour moi, c'est que les adresses à plus de 10 000 bitcoins sont en train de réaccumuler ici. Donc ça c'est intéressant. Les adresses à plus de 1000 bitcoins également. D'accord, donc on commence à rentrer dans une trend ici depuis le 5 mai à peu près, donc ça fait désormais un petit mois où les gros recommencent à accumuler assez fort. Et on le voit également sur les 100 bitcoins, où là vous voyez qu'on est, on est en train de bien pousser vers le haut. Donc les baleines accumulent, là où finalement on avait quand même un petit, surtout sur les 100 bitcoins, vous le voyez, vendu assez fortement entre le 17 mars et le 18 avril. Finalement le mois de mai a été un mois d'accumulation du côté des baleines. Attention sur Ethereum, parce que je regardais tout à l'heure, on est depuis quelques jours, depuis le 8 mai ici, en train de dropper sur Ethereum sur les adresses à 10 000 Ethers. On est en train de dropper également, légèrement se reprendre peut-être, mais de dropper pas mal sur tout ce qui est depuis le 8 avril. On n'a pas eu un mois de mai excellentissime sur Ethereum. Donc du coup, là où moi je suis très bull sur Ethereum en termes d'action de prix, si jamais on regarde on-chain, on n'a pas une accumulation qui est non plus complètement incroyable. Les 1% des adresses les plus forts, vous le voyez, sont désormais, alors que là on avait eu une très forte accélération en novembre, au bottom, hein, pile poil au bottom, hein, vous comprenez qu'ici les 1% les plus riches avaient acheté énormément de Ethereum au plus bas. Et bien en ce moment on est en train de se décharger sur la montée. Et on n'a pas ici de réaccumulation énorme du côté d'Ethereum. On va regarder ici ce que ça dit. Le Realize Price qui pour le moment est à 20 000$, donc ça pourrait être un retest aussi intéressant. On est passé ici dans l'optimisme au niveau du NUPL, donc le Unrealized Profit and Loss, c'est-à-dire ceux qui ont vendu et qui n'ont pas vendu, est-ce qu'ils sont en profit ou est-ce qu'ils sont en perte. Et on va regarder ici l'inverse, c'est-à-dire ceux qui ont vendu, si on le trouve. Realize Profit and Loss, non, Realize Price, Rodel Ratio. Ce que je veux, c'est, excusez-moi, voilà. Et là, en l'occurrence, on va zoomer un petit peu. Ah, excusez-moi, j'ai fait une connerie. On était au 10 mai ici. Hop, autant pour moi. Donc on va reprendre toute l'analyse, désolé. Alors, ici, on a... C'est bon, oui, ça va. Ici, on a un épisode de profit assez conséquent. On a pas mal de ventes au niveau du Net Unrealized Profit and Loss. On va revenir juste sur les histoires des adresses à 10K, etc. Oui, on est plus ou moins quand même sur les 10K dans une période d'accumulation, mais elle est quand même un petit peu baissière. Autant pour moi, où on était, donc du coup, là, j'étais resté bloqué autour du 5-6 juin. On a quand même ici un mois de... On va zoomer. Sur les 1000, on a oui de l'accumulation, très légère distribution depuis le 27 mai, mais on a de l'accumulation effectivement sur le mois de mai. C'est sur les 100 bitcoins que c'est le plus probant, où là on a accumulé vraiment très fortement. Je reprends ici, excusez-moi du coup, vraiment désolé, effectivement assez grosse distribution sur les 1000 Ethereum, les 10 000 Ethereum, assez grosse distribution également, 32 Ethereum, assez grosse distribution, 100 Ethereum, assez grosse distribution. Donc finalement en ce moment ceux qui sont en train, même les 10 Ethereum sont en train de distribuer et les 1 Ethereum sont également en train de distribuer. Donc globalement, on peut peut-être se dire ici que c'est l'aspect déflationniste d'Ethereum. Et vous le voyez ici, on trouve peut-être un creux sur les 1% les plus riches. Ici, en tout cas, depuis un certain temps, on a effectivement un petit peu distribué sur toute cette zone-là. Et on est peut-être en train de trouver un creux. Excusez-moi, hein, du coup, pour l'histoire de date, là, j'ai pas vérifié avant de lancer l'analyse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'idée ici, c'est que peut-être, on va aller voir d'ailleurs à quel point Ethereum est déflationniste. On a burné 12 000 Ethereum depuis les 7 derniers jours. On est en assez fort burn, effectivement. Vous voyez que la supply d'Ethereum perd 0,5% par an, donc on est toujours bien déflationniste. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ici? On pourrait peut-être
faire une time frame un peu plus large, voilà. Vous le voyez ici, on a eu The Merge, on a d'abord enclenché ici un petit peu de supply au niveau d'Ethereum, et là vous voyez qu'on est en train de partir assez fort vers le bas, c'est-à-dire moins 0,32% à l'année. Et donc en l'occurrence ici, c'est vraiment intéressant de regarder ça. Vous voyez qu'on burn 1 million d'Ethereum par an. Donc peut-être que c'est ça qui tient le prix, malgré cette distribution, peut-être qu'effectivement l'aspect, le fait qu'on n'ait pas de nouveaux Ethereum ici qui rentrent sur le marché, tient le prix en ce moment. Mais en tout cas, d'une certaine manière, vous comprenez bien ici que c'est pas vraiment ça qui fait le prix. Ce qui fait le prix, c'est tout simplement y compris sur Ether, ce qui fait le prix, c'est les Ethers qui s'échangent à court terme des uns aux autres. On va dire que c'est les Ethereum qu'on appellerait STH, les Short Term Holders, qui s'échangent les Ethereum de trading, en fait, ce qu'on va appeler comme ça. Et là, pour le moment, Ethereum nous montre des très jolies prédispositions. Personnellement, j'aurais tendance à dire que oui, Ethereum est peut-être en train de nous donner le ton de ce qui va se passer là, c'est-à-dire on tient effectivement cette droite bleue, et là on est en train de péter effectivement cette droite rouge, et je pense que la confirmation est quasiment donnée ici que Ethereum devrait bien performer. Si on arrive à péter et à faire une journée entière au-dessus des 1920, ça serait extrêmement bull. On va voir demain ce qui va se passer au niveau du S&P. Là on sait que Biden a ratifié l'histoire du plafond de la dette. Donc c'était normal, on s'y attendait, voilà. Est-ce que demain ça va, enfin ce soir même sur l'ouverture des futurs, on va voir si les futurs sont baissiers ce soir à l'ouverture, mais est-ce que ça va nous donner un sell de news, c'est-à-dire tous ceux qui ont joué ce trade, qui est de se dire non c'est bon, les États-Unis ne vont pas ici tout simplement faire un défaut de paiement, c'est pas possible, et vous comprenez qu'on en faisait partie, tous ceux qui ont joué ce trade vont peut-être ici à ce stade être vendeurs. On a également ce week-end un gros meeting de l'OPEC+. Est-ce qu'ils vont couper leur production de 1 million de barils par jour? Est-ce que ça va être le cas ou pas? Et ça peut être bien entendu une assez mauvaise nouvelle pour les marchés, le fait d'avoir un pétrole qui s'apprécie à nouveau. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'a pas fait le scalping aujourd'hui, mais on est déjà sur une vidéo super longue avec cette histoire d'IA, etc. Donc on va rester là-dessus, on ira faire du scalping demain, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On traite ici des sujets, comprenez bien... voilà, je trouve ça super intéressant. Moi personnellement, même en termes d'investissement personnel, ça m'intéresse énormément de faire tout ça. J'espère que ça vous intéresse aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien entendu, à le dire. La question du jour, on va la mettre en application avec le sujet, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et en l'occurrence, ici... alors, il y a toujours un effet réfractaire au changement, comme par exemple beaucoup de gens qui diraient qu'ils n'accepteraient pas que par exemple une intelligence artificielle conduise à leur place, et pourtant, on voit les Tesla, on voit toutes ces choses-là arriver, et pour l'instant, on va dire que ça se passe pas trop mal, hein. Il y aura des morts, hein, bien évidemment, mais... En tout cas, une fois, il y aura beaucoup plus de gens sauvés que de gens qui vont mourir à cause de cette histoire, vous le comprenez bien. Enfin, je veux dire, il faut ouvrir les yeux à un moment donné, et il y a beaucoup plus de gens, c'est beaucoup plus dangereux de faire conduire une intelligence organique qu'une intelligence artificielle, on va dire ça comme ça. Mais... est-ce que vous accepteriez effectivement qu'une intelligence artificielle soit le professeur de vos enfants, et qu'elle fasse l'éducation de vos enfants? Voilà, c'est une question... beaucoup vont dire non, mais finalement, beaucoup laissent déjà leurs enfants devant Internet pendant extrêmement longtemps, et du coup, beaucoup de gens laissent finalement la machine éduquer leur enfant, et Internet et les jeux et toutes ces choses-là éduquer leur enfant sans s'en rendre compte. Voilà, on va dire que ça va être la question du jour, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, vidéo encore très longue, mais du coup c'est le week-end, donc on prend le temps, et parfois c'est pas mal de développer sur des sujets qui sont ceux-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, à très bientôt. Ciao, bon dimanche.